Dans les séances d'exercice, les assistants sont disponibles pour répondre à vos questions. Mais parfois, il arrive que tout le monde ait des questions et que vous ne puissiez pas passer beaucoup de temps avec un assistant ou une assistante. Et quand vous pouvez enfin poser vos questions, parfois il vous semble que l'assistant ne répond pas directement à votre question. Donc, pourquoi il ne vous donne pas toujours des réponses directes? Et comment pouvez-vous tirer le maximum de ces moments? Pour répondre à ces questions, nous allons les poser à un assistant doctorant. Félix Bobing, vous êtes un assistant doctoral ici à l'EPFL. Pour les étudiants, il apparaît des fois qu'il n'y a jamais assez de temps dans les séances d'exercice pour poser les questions. Comment peuvent-ils mieux préparer pour les séances d'exercice? Ouais. Les séances d'exercice sont souvent un peu limitées dans le temps. C'est vrai pour les étudiants, mais c'est vrai aussi pour les assistants pour donner de très bonnes réponses. Et c'est vrai qu'il y a quelques petites choses que les étudiants peuvent faire pour optimiser ce temps qui leur est garanti. Tout d'abord, se préparer aux exercices, c'est-à-dire si possible, dans la mesure du temps, avoir essayé de commencer à lire et faire un peu les exercices avant de venir à la séance, puis réfléchir vraiment à la question posée, parce qu'il y a toute une liste de questions qui reviennent tout le temps, chaque année, et qui sont en fait très faciles à répondre, et l'étudiant connaît la réponse. D'accord. À l'EPFL, souvent, c'est les problèmes de conversion, par exemple, qui sont des problèmes vraiment très basiques, et tout le monde connaît, et pourtant, ce sont des questions qui nous sont posées systématiquement. Peux-tu me donner un exemple? Ben, pour les exemples de questions qui ne devraient pas être posées, typiquement, un étudiant lève la main. Déjà, à ce moment-là, il perd du temps car il lève la main, arrête de travailler et du coup attend qu'on vienne lui porter secours. Et nous arrivons, et ensuite, souvent, il y a deux situations. Premièrement, l'étudiant commence à expliquer son problème, nous expliquer la question, puis arrive à la conclusion qu'il connaît déjà la réponse lui-même. Ouais. Juste le fait d'énoncer le problème, il trouve la solution. Forcément, la question n'était pas très pertinente. Et deuxièmement, le genre d'exemple, c'est j'ai la valeur numérique trouvée et la valeur numérique du corrigé, et il y a un facteur, par exemple, de 1000 qui diffère. Ouais. Et nous, avec l'expérience, on reconnaît que c'est très très souvent attribué à une erreur de conversion quelque part dans l'exercice. Okay. Et c'est le genre de question que l'étudiant devrait se poser à lui-même avant de la poser à l'assistant. Dernièrement, on encourage toujours la discussion entre les étudiants. C'est-à-dire que ces questions-là, ils peuvent les poser à leurs amis, à leurs collègues. Et si personne dans leur petit groupe ne trouve de réponse ou est capable d'aider, alors la question semble pertinente, et dans ce cas-là, il faudrait lever la main, essayer d'attraper notre attention et nous poser la question. Et puis dans ce cas-là, souvent les questions sont très bonnes, très, très intéressantes, et surtout pour nous, ça nous fait plaisir de nous être déplacés pour essayer d'aider à comprendre la matière. Ok. Parfois, les étudiants trouvent que les assistants ne répondent pas à leurs questions. Est-ce parce que les assistants n'est pas assez préparés? On a envie de dire ça tout de suite. Hein. Si le doctorant n'est pas préparé, peut-être que la matière est plus difficile que prévu. Ça peut arriver. Les doctorants ne sont pas non plus parfaits. On a aussi été des étudiants, on l'est encore d'ailleurs. Mais la vraie raison habituellement pour ne pas donner la réponse tout de suite, c'est surtout qu'on essaye du mieux qu'on puisse de faire comprendre à l'étudiant que souvent la matière, il la connaît. Il connaît lui-même déjà la réponse, mais juste il ne le sait pas. Et du coup, ils ont tendance à poser une question, et certains étudiants se frustrent lorsqu'on ne veut pas leur donner la réponse tout de suite. Et ça, malheureusement, c'est assez mauvais, je dirais. Personnellement, quand on me pose une question, souvent je réponds par des questions qui renvoient plutôt à la base de la matière. C'est-à-dire que je vais poser une question qui va en entraîner une autre, puis une autre, et éventuellement, on va arriver à la réponse. Et finalement, moi, mon travail, ça aurait été de poser 4 questions au niveau de l'étudiant pour qu'il remonte lui-même à la réponse. Et ce qui est vraiment marquant avec cette approche-là, c'est que souvent, on voit l'étudiant qui ne comprend pas, et au bout de quelques minutes de réflexion, on voit les yeux qui s'illuminent, et puis la matière qui commence à être assimilée, et la réponse qui commence à être trouvée. Ok. Et pour les étudiants qui sont en train de faire les exercices, pour l'étudiant, le but est d'être capable de faire tous les exercices, c'est ça? Lorsqu'on est à l'EPFL, le but c'est
de gagner des connaissances, mais aussi évidemment passer les examens. Uh-huh. Et réussir tous les exercices qui sont enseignés dans les séances d'exercice ne présente pas une garantie de réussir l'examen. Okay. Ce qu'il faut, c'est comprendre l'exercice, évidemment, mais aussi ce qu'il implique, c'est-à-dire comprendre toute la stratégie qu'il y a derrière la résolution d'un exercice, derrière la résolution d'un problème. Et souvent, l'approche est assez systématique, c'est-à-dire qu'on essaie d'utiliser toujours les mêmes outils, les mêmes façons de penser, de sorte à décortiquer, comprendre, analyser l'exercice avant de le résoudre. Et en principe, on ne devrait pas commencer à essayer de résoudre le plus vite possible l'exercice, mais il faut essayer de vraiment comprendre dans quel chapitre est-ce qu'on se situe, quelles sont les formules que j'ai dans ce chapitre, quelles sont les unités qui me sont données, etc. Et puis enfin commencer à réfléchir à comment résoudre un exercice. Parce que dans les séances d'exercice, souvent les exercices sont associés à un chapitre, et du coup il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir où est-ce que je me situe, et on peut commencer à résoudre un peu rapidement. Lors d'un examen, les exercices sont dans des chapitres dont on n'a pas connaissance forcément, et donc il faut analyser le problème, et ça peut prendre des fois plus de temps même que résoudre l'exercice. Avez-vous un dernier conseil pour les étudiants? Je dirais que, de mon expérience, apprendre à travailler le plus efficacement possible est vraiment très très important pour réussir ces examens à l'EPFL, car souvent les volumes de connaissances qu'on nous envoie dessus sont immenses et tout assimiler est très 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 difficile. Et je pense qu'il faut essayer de faire du mieux qu'on puisse, de sorte à réussir l'examen à la fin, de comprendre un maximum les concepts qui nous sont enseignés. Et typiquement, la méthode pour résoudre des exercices nous est souvent pas enseignée, mais il faut essayer de comprendre, d'analyser comment marche une résolution d'exercice et qu'est-ce que le professeur a envie de nous montrer, qu'est-ce qu'il aimerait qu'on sache faire. Ok, merci. Alors, pour tirer profit au maximum des séances d'exercice, la préparation est essentielle. Si vous avez déjà essayé les exercices et si vous avez déjà fait autant d'exercices que vous pouvez, vous pourriez utiliser votre temps avec le système plus efficacement. Avant de poser une question, vérifiez que vous ne pouvez pas trouver la réponse par vous-même. Par exemple, discutez les difficultés avec vos camarades avant d'appeler l'assistant. Finalement, si un assistant ou une assistante ne répond pas directement à vos questions, ne soyez pas frustrés. Leur but est probablement de vous aider à développer votre capacité à réfléchir, à vous rappeler des informations par vous-même et à devenir autonome.